Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le séjour en prison de Romaric Boko, activiste politique, se prolonge. La Criette a décidé du report de son verdict jusqu'au 6 mai prochain. Le nombre de décès enregistrés lors d'un chavirement d'une pirogue sur le lac Nokwe-Passaout. Des précisions dans cette édition. Hors du Bénin, Londres va augmenter ses dépenses dans la défense face aux menaces mondiales, selon le Premier ministre anglais Rishi Sunak. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. La Cour constitutionnelle du Bénin a validé le 14 mars dernier le code électoral modifié par les députés de la mouvance présidentielle. Cette modification continue de susciter maintes réactions au sein de l'opinion publique et de la classe politique. De passage sur l'émission, l'invité de ESAE TV, Christian Parfait Aoyo, membre du bureau politique de l'UP Le Renouveau, s'est prononcé sur le contenu, les innovations et surtout les enjeux du nouveau code électoral. Ce nouveau code réglemente le processus électoral. Il est au micro d'Abdelkader Achirou pour plus de précision. Alors pour vous, parfait, Christian Aoyo, quel est l'enjeu de ce code électoral? Quel est le problème que ce code électoral vient résoudre? Parce que certains estiment qu'il vient au contraire créer des problèmes. Non, ça dépend de comment on lit ça. La première chose que ce code, la première préoccupation que ce code règle, c'est vraiment transformer le discours, la théorie de l'unité nationale en une réalité. Ce code contraint chaque parti à être présent dans les hameaux, ne fût-ce qu'au 5e, de sa représentativité. Ça veut dire que dans la dernière circonscription, sur les 24 que nous avons, vous devez être représentatif à hauteur de 1/5 des personnes qui sont dans cette localité. C'est ce qu'on appelle 20%. Pourquoi cela? Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout, pour ce code, il n'y a plus possibilité de dire que je suis dans mon fief, je ne m'occupe pas des camarades qui sont dans d'autres localités. Désormais, nous avons des destins liés. C'est ce qu'on appelle le début de la nation. Ce code consacre la mise en place du vivre ensemble, de la cohésion ensemble. C'est théorique pour le moment, mais lorsque nous savons que si nous n'aidons pas le voisin à côté, parlant du parti politique, nous aussi, notre force, même dans notre localité, sera convertie à zéro, nous devons de faire une solidarité. Je crois que... Vous faites allusion au parti de la mouvance présidentielle. Pas que de la mouvance, d'abord dans un seul et même parti. Et on a vu que comme nous sommes au début, il y a ce qu'on appelle des accords de gouvernance, qui sont encore d'autres notions qui peuvent permettre à des partis politiques ayant les mêmes obédiences de commencer par discuter entre eux pour attendre des accords. On ne peut pas construire ce pays sans qu'on ait la capacité politique d'échanger entre nous.
Nous avons quelques cas d'exemples d'accords de gouvernance. Nous avons tenté, depuis 2020, avec le BR, pour ce qui concerne les élections communales. Nous avons des accords d'une quinzaine de communes. Mais nous voulons formaliser cela lorsque cela advenait. Et à la lecture du code électoral. Et puis, cela permettra aux gens qui disent la même chose d'apprendre à s'entendre sur l'essentiel. Donc, ce code est un code unificateur. Mais est-ce qu'il ne va pas à l'encontre de la conférence nationale qui a prôné le multipartisme? Ce code n'empêche pas du tout le multipartisme. Tout au contraire. Il n'empêche pas les partis de se constituer et d'animer la vie politique. C'est la charte des partis qui règle la création d'un parti. Le code réglemente le processus d'élection. Et dans une élection, j'ai toujours envie de donner l'exemple de candidats au baccalauréat et de candidats au concours. Vous êtes libre d'aller au bac. Lorsque vous remplissez les conditions que vous en avez, vous êtes préparé pour. Ça, c'est la charte des partis. Mais une fois au concours, ce n'est pas tous les étudiants, une fois bachelier, ce n'est pas tous les étudiants qui accèdent à la faculté de médecine. C'est ceux qui peuvent. Et c'est là où le code donne des critères pour dire, si vous n'avez pas 15 sur 20, si vous n'avez pas la mention bien, vous ne pouvez pas accéder à telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire qu'on a exclu. Ça veut dire que par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre, on fait des restrictions. Et donc, ceux qui disent que le code est exclusif, peut-être ils savent ce qu'ils mettent dedans. Oui, mais vous, Christian Parfait-Arroyo, ça fait déjà une trentaine d'années que vous êtes dans l'animation de la vie politique nationale. Vous avez observé un peu plusieurs réformes politiques visant quand même à peut-être toiletter le paysage politique, d'autres également pour pouvoir restructurer le mode électoral. Mais est-ce que les critères instaurés dans ce code électoral ne sont pas trop corsés? Est-ce qu'ils ne sont pas de nature à peut-être à l'avenir créer de vide juridique? Parce que 20%, s'il arrivait peut-être qu'au cours d'une élection, l'Union progressiste de renouveau, le bloc républicain n'arrive pas à trouver 20% des conseils électoraux, quelle serait l'alchimie en ce moment-là, par exemple? Vous savez, en politique, on ne fait pas des extrapolations comme en mathématiques. La politique, c'est du factuel. Effectivement, la possibilité mathématique existe que les partis politiques n'atteignent pas 10%. Encore qu'il faut 20%. Voir 20% sur tout l'étendue du territoire dans les communes. C'est électoral. Mathématiquement, ça existe parce qu'on parle de chiffres. Donc, on peut faire parler les chiffres, on peut aller. Si je reviens à la problématique pour parler des réformes, cette réforme du code, en mettant la barre haute, c'est une manière indirecte ou très affichée d'ailleurs de dire que nous voulons avoir des partis d'envergure nationale, des partis de gouvernement, des partis capables de s'entendre, des partis capables d'être des socles d'entente des populations entre eux. Aujourd'hui, parler entre soi-même au sein d'un parti, ce n'est pas aisé. On a vu, et aujourd'hui, le code nous y contraint. Et à force d'être ensemble, on apprend à s'aimer et à travailler. Mais pendant le vote, il y en a de la mouvance qui n'était pas pour. C'est vrai, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en a qui n'étaient pas non, on peut toujours ne pas être d'accord sur une problématique qu'on n'a pas compris. Et justement, ça explique pourquoi nous avons entamé une démarche d'explication à la base pour que les uns et les autres comprennent les enjeux. Ce code nous demande un peu d'effort. Ce code nous permet de régler un tant soit peu la notion de vagabondage politique. Avant, on saute par-ci, on est de ce parti, on négocie de l'autre, vous êtes élu sur une liste, vous devenez député, vous allez de l'autre côté. Ce code donne un peu de discipline. Ce n'est qu'un début, parce que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan, et dans ce cas, c'est à l'œuvre que nous reconnaîtrons vraiment l'efficacité de ce code. Mais ce que nous, en tant que politique, nous avons retenu, c'est que ce code nous envoie au travail. L'activiste politique Romaric Bokor retourne en prison en attendant son verdict
la criette sur sa mise en liberté provisoire. La Cour spéciale a prorogé le délibéré du conseiller municipal de Porto Novo dans son dossier avec le ministre du Cadre de vie, José Didier Tonato. En effet, le dossier était mis en délibéré pour ce 22 avril à la Cour spéciale et après convocation du prévenu à la barre, le juge a notifié le report du verdict au 6 mai prochain. Il faut noter qu'à la précédente audience, les avocats de Bokor Omaric avaient sollicité la libération de leurs clients pour des raisons de santé. Ils avaient exposé des rendez-vous de scanner et de soins à l'étranger. Le collectif des agents contractuels de l'État promotion 2014 en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont organisé un sit-in ce matin dans les locaux du dit ministère à Cotonou, soutenu par le syndicat national des travailleurs du développement rural et de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin. Ce mouvement vise à interpeller le gouvernement à revoir leur situation. Reportage signé Larios Adjagui. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou ce mardi 23 avril 2024 n'a pas émoussé leur détermination à se faire entendre. Cascaettes, gons et chants, des membres du collectif des 1045 agents contractuels de l'État, radiés en 2016, battent le macadam au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour exhorter le gouvernement à revoir leur situation. Et nous pensons que les réformes allaient évoluer et vont nous faire rappel. Depuis 8 ans, on n'a pas eu gain de cause. On s'est sorti aujourd'hui pour manifester notre mécontentement. Depuis la perte de leur emploi, ces agents traversent des moments difficiles. À travers ce sit-in, les manifestants lancent un cri de cœur au chef de l'État. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin CSTB les accompagne dans cette démarche. Nous sommes là ce matin d'abord pour vous féliciter pour votre détermination à venir dire à l'autorité que vous ne supportez pas la faim et la mort. Certains sont sortis avec des diplômes professionnels, d'autres avaient des expériences ailleurs et ils ont été recrutés. Finalement, 4 ans après, on les radie pour qu'ils deviennent quoi? Et pourtant, les ACE MAEP Promotion 2014 ont, à leurs divers postes, apporté leur pierre au développement du secteur agricole, assure le syndicat national des travailleurs du développement rural. La présence de ces agents a eu un impact positif sur la production agricole et surtout cotonnière qui était de 1174 000 tonnes pour le compte de la campagne 2011-2012, campagne avant le recrutement. Elle est passée à 240 000 tonnes pour la campagne 2012-2013, à 306 000 tonnes en 2013-2014, 393 368 tonnes en 2014-2015. Ces agents représentaient à l'époque environ 70% de l'effectif total des agents d'encadrement, toutes catégories confondues en service au MAEP. Au moment où le gouvernement se prépare à renforcer l'effectif des agents d'encadrement, les manifestants invitent les autorités à les intégrer dans le mécanisme de recrutement au regard de leurs expériences. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réunis ce jour exigent 1. La réintégration des 1045 agents contractuels de la promotion 2014 au MAEP. Le redéploiement des 10 agents dans les structures du MAEP afin de renforcer le dispositif d'encadrement pour l'atteinte des objectifs dans le cadre de la promotion des filières du PAG. Les représentants du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à ce sitting promettent lui rendre compte de leur motion. Je vous ai écouté, nous vous avons écouté. Moi, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec toute la délégation qui m'accompagne. Et nous allons vraiment remettre cette motion à notre ministre, qui tout de suite n'est pas disponible, mais qui a promis travailler sur chacun des points qui ont été évoqués. Hormis la réintégration des ACE Promotion 2014, les travailleurs du MAEP protestent contre la suspension des dotations en carburant dans toutes les structures du ministère.
La deuxième phase de la répression, notamment celle liée au code de la route, démarre dans quelques jours. À ce sujet, je vous invite à suivre Gilbert Wissé, président de l'ONG César, sécurité sanitaire et routière et alimentaire, qui salue cette décision et sensibilise les usagers de la route au micro de Quentin Amoussou. Il est prévu dans le code de la route qu'avant de conduire une moto, il faut porter son casque pour pouvoir protéger sa tête en cas de chute. Le conducteur, tous les conducteurs portent leur casque pour se protéger la tête. Maintenant, le passager aussi, est-ce que la tête du passager n'est pas fragile comme celle du conducteur? Point d'interrogation. Pourquoi c'est le conducteur qui protège sa tête et le passager, lui, ne protège pas? Donc c'est nécessaire, c'est obligatoire à tout passager sur moto de porter le casque. Donc c'est une obligation. Ce n'est pas le gouvernement qui invente ou bien cet arrêté-là qui amène. C'est ce que le code de la route prévoit. Et maintenant, je pense que cet arrêté vient maintenant soutenir ce que dit le code de la route. C'est ça, c'est une décision salutaire. Maintenant, en ce qui concerne les plaques d'immatriculation, ça date de très longtemps où tout véhicule, que ce soit 2 ou 3 roues ou plus que ça, doivent avoir les casques, les plaques d'immatriculation. Ces véhicules doivent s'immatriculer et porter une plaque d'immatriculation qui indique leur numéro d'immatriculation. Donc c'est une obligation. À part le problème de casque et de plaque, il y a d'autres équipements aussi obligatoires que la moto doit avoir ou bien le véhicule doit avoir. Ces équipements sont obligatoires au niveau de ces matériels roulants pour la sécurité des passagers de la route et pour la sécurité technique des véhicules sur nos routes. Et à côté de ça, il y a les pièces administratives aussi de ces véhicules ou de ces motos qui jouent dans la sécurité sur nos routes. De nouveaux décès viennent d'être enregistrés dans le chavirement d'une pirogue survenue sur le lac Nokoué dans l'après-midi du dimanche dernier, ce qui porte à 8 le chiffre de morts. Pour rappel, la barque en provenance de Kpankpan à Cotonou pour Sotianoué a chaviré avec 12 personnes à bord suite à une tempête. 6 morts ont été enregistrés sur le camp. 2 jours après le drame, soit ce mardi, 2 autres corps ont été repêchés. Finalement, 4 personnes sont donc sorties vivantes de cette tragédie. Société dans cette édition, la dépigmentation cutanée cosmétique est une pratique largement répandue chez les femmes noires en Afrique. Elle comporte de nombreuses complications bien décrites depuis des décennies. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène au micro de Francis Fahmy et Quentin Amoussou. Suivez plutôt. C'est côté femme qu'on constate ça, mais les hommes aussi en font. Mais si je prends côté femme, mais les gens pensent qu'il suffit d'être teint clair pour qu'on dise bon, elle est belle. Non, il y a des teints clairs qui sont belles, il y a des teints noirs qui sont aussi belles. Moi, je ne passe jamais de crème, jamais. C'est comme ça ici. Jamais, je ne passe jamais de crème. Et demandez-moi de quel savon je me douche. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon. Moi, j'aime la couleur noire. Le teint noir, j'aime ça. Beaucoup même. J'aime ça. C'est vrai, il y a des produits que quand vous prenez, il n'y aura pas la dépigmentation. Surtout les femmes, elles ne savent pas quel produit il faut utiliser pour se faire belle. C'est bien que quand vous rencontrez certaines, vous demandez même, si elles n'avaient même pas fait cette dépigmentation-là, elles seraient encore plus belles. Mais elles sont dépigmentées et vraiment, d'autres même l'odeur là. Vous ne pouvez pas supporter. Il y a trop de conséquences. Mais les gens insistent, tu vois. Soit, si vous voyez, il faut se renseigner d'abord. Je conseille aux femmes de se renseigner d'abord, avant de faire ça. Sinon, d'autres ne font pas ça, et elles sont plus belles même que celles qui font ça. Quant aux femmes qui font ça, là, pour eux, là, ils ne savent même pas comment ils veulent les arriver. On remarque depuis un certain moment, depuis certaines années,
où maintenant ce n'est plus seulement les femmes qui font la dépigmentation. Certains hommes, je ne sais pas de quelle nature ils sont, ils aiment passer des crèmes pour se faire voir, pour devenir plus beau. Tu vas voir quelqu'un qui est de teint noir, va devenir teint clair, un peu petit à petit, teint clair, ça va devenir teint bronzé, ou c'est Coca-Cola au finish. Coca-Cola, Fanta, ou certaines zones du corps prennent la couleur de Coca-Cola, c'est noir, jaunâtre, vraiment, ce n'est pas bon quoi. Hors du Bénin, le gouvernement de Kigali est satisfait mardi du vote par le Parlement britannique du projet de loi controversé permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni, a affirmé la porte-parole du gouvernement. Nous sommes satisfaits que le projet de loi ait été adopté par le Parlement britannique, a déclaré Yolande Makolo dans un communiqué transmis à un média international, ajoutant que les autorités étaient impatientes d'accueillir les personnes relocalisées au Rwanda. La Grande-Bretagne va progressivement augmenter ses dépenses dans la défense pour atteindre 2,5% du PIB d'ici 2030, a annoncé ce mardi le Premier ministre Rishi Sunak, confirmant une aide supplémentaire de 500 millions de livres à l'Ukraine. Rishi Sunak, en visite en Pologne, a annoncé ce plus grand renforcement de la défense tout en confirmant cette nouvelle contribution de 500 millions de livres sterling à l'effort de guerre ukrainien contre l'invasion russe. Un tribunal russe a rejeté ce mardi 23 avril l'appel du journaliste américain Evan Gershkovich, qui contestait la prolongation de sa détention provisoire jusqu'à fin juin pour espionnage, des accusations que le reporter arrêté en mars 2023 rejette. La première cour d'appel a décidé de laisser sans changement la décision du 26 mars dernier du tribunal de première instance de prolonger la mesure de détention préventive, a déclaré le juge Alexandre Poukine. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de semaine.